Mon maître m'a oublié dans cette chambre. Il ne vient pas me chercher. Il s'est levé de ce lit où je suis habillé. Il a coiffé sa chevelure parfumée et n'a pas songé qu'auparavant j'étais tombé à terre. Cependant, s'il m'avait ramassé, je n'aurais pas trouvé étonnant cet acte de simple justice. Il m'abandonne dans cette chambre claque-murée, après s'être enveloppé dans les bras d'une femme. Et quelle femme! Ah, les draps sont encore moites de leur contact attiédi et portent dans leur désordre l'empreinte d'une nuit passée dans l'amour. Qui peut bien être son maître? Pendant que la nature entière sommeillait dans sa chasteté, lui s'est accouplé avec une femme dégradée dans des embrassements lascifs et impurs. Il s'est abaissé jusqu'à laisser approcher de sa face auguste des joues méprisables par leur impudence habituelle, flétries dans leur sève. Ah, il ne rougissait pas, et moi je rougissais pour lui. Ah, il est certain qu'il se sentait heureux de dormir aux côtés d'une telle épouse d'une nuit. La femme, étonnée par l'aspect majestueux de cet hôte, semblait éprouver des voluptés incomparables. Lui embrassait le cou avec frénésie. Qui peut bien être son maître? Moi, pendant ce temps, je sentais des pustules envenimées qui croissaient plus nombreuses en raison de leur ardeur inaccoutumée pour les jouissances de la chair, entouraient ma racine de leur fiel mortel, absorbés avec leurs ventouses la substance génératrice de ma vie. Ah, et plus ils s'oubliaient dans leurs mouvements insensés, plus je sentais mes forces décroître. Un moment où les désirs corporels atteignaient le paroxysme de la fureur, je sentis que ma racine s'affaissait sur elle-même, pas comme un soldat blessé par une balle. Le flambeau de la vie s'était en moi. Je me détachais de cet être illustre comme une branche morte. Je suis tombé à terre, sans courage, sans force, sans vitalité, avec une profonde pitié pour ce lieu auquel j'appartenais, avec une éternelle douleur pour son égarement volontaire. Il fut rassasié de respirer cette femme, il lui pardonna, et préféra faire souffrir un être de son sexe. Il appela dans la cellule voisine un jeune homme qui était venu dans cette maison pour passer quelques moments d'insouciance avec une de ses femmes. Il lui enjoignit de venir se placer à un pas de ses yeux. Ah, il y avait longtemps que je gisais dans cette chambre, et n'ayant pas la force de me relever sur ma racine brûlante, je ne pus voir ce qu'ils firent. Oh, son maître. Alors, celui qui aurait dû davantage penser à sa dignité et à sa justice se releva péniblement sur son coude fatigué, seul, sombre, dégoûté et hideux. Il se rhabilla lentement. Les murailles s'écartèrent pour le laisser passer. Oh, il est parti vers sa demeure céleste. Il me laisse ici. Et cela n'est pas juste! Mais les autres cheveux sont restés sur sa tête! Et moi, je suis tout seul dans cette chambre lugubre! Oh! Ne fais pas de pareil, bon. Tais-toi, tais-toi. Quelqu'un t'entend. Quelqu'un t'entend. Entendez. Je te replacerai parmi les autres cheveux. Mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas. Je ne t'ai pas oublié. Mais on t'aurait vu sortir et j'aurais été compromis. Oh, si tu savais comme j'ai souffert depuis ce moment. Revenu au ciel, mes archanges m'ont entouré avec curiosité. Ils ne m'ont pas demandé le motif de mon absence. Eux qui n'avaient jamais osé lever leur vue sur moi, jetés, s'efforçant de deviner l'énigme, des regards stupéfaits sur ma face abattue. Ils remarquèrent sur mon front une goutte de sperme, une goutte de sang. La première avait jailli des cuisses de la courtisane, la deuxième s'était élancée des cuisses du martyr. Stigmate odieux, rosace inébranlable. Elle m'étouffe ces deux gouttes implacables. Moi, jusqu'ici, je m'étais cru le Tout-Puissant. Mais non, je
Je dois baisser le cou devant le remords qui me crie « Tu n'es qu'un misérable ». Ne fais pas de pareils bonds. Tais-toi, tais-toi. Si quelqu'un t'entendait, je te replacerai parmi les autres cheveux. Mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas. J'ai vu Satan, le grand ennemi, comme je le mérite, me tourner en dérision. Il a dit qu'il se tenait beaucoup, que son orgueilleux rival, pris en flagrant délit par le succès enfin réalisé d'un espionnage perpétuel, put ainsi s'abaisser jusqu'à baiser la robe de la déchéante humaine. Retournez dans vos cadeaux. La nuit n'est pas encore complètement arrivée. N'est que le crépuscule du soir. Il a dit que la grande estime qu'il avait pour un ennemi si noble s'était envolée de son imagination et qu'il préférait porter la main sur le sein d'une jeune fille, quoique cela soit un acte de méchanceté exécrable, et de me cracher sur ma figure recouverte de 3 couches de sang et de sperme mêlés, afin de ne pas cracher son crachat baveux. Il a dit qu'il fallait m'attacher à une clé pour les fautes innombrables, me faire brûler à petit feu sur un brasier ardent, et pour me jeter ensuite dans la mer, si toutefois la mer voudrait me recevoir. Et que puisque je me vantais d'être juste, moi qui l'avais condamné aux peines éternelles, pour une révolte légère qui n'avait pas eu de suite grave, je devais donc faire justice sévère sur moi-même et juger impartialement ma conscience chargée d'iniquité. Ne fais pas de pareils bonds. Tais-toi, tais-toi. Si quelqu'un t'entendait, je te replacerai parmi les autres cheveux. Mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas. Et les hommes, que penseront-ils de moi, dont ils avaient une opinion si élevée, quand ils apprendront la marche hésitante de ma sandale dans les labyrinthes boueux de la matière? Raconte-leur un mensonge audacieux, et dis-leur que je ne suis jamais sorti du ciel. Comment les hommes pourront-ils obéir à des lois si sévères que le législateur lui-même se refuse le premier à s'y astreindre? Et ma honte est immense comme l'éternité. J'entendis le cheveu qui lui pardonnait, avec humilité, puisque son maître avait agi par prudence et non par légèreté. Et le pâle dernier rayon de soleil qui illuminait ma paupière se retira des ravins de la montagne. Tourné vers lui, je le vis se replier ainsi qu'un seul. Tais-toi, tais-toi, ne fais pas de pareils bonds. Il te remettra parmi les autres cheveux. Voici la folle, dansant, dansant, tandis qu'elle se rappelle vaguement quelque chose. Les enfants la pourchassent, un coup de pierre, comme si c'était un merle. Il laisse tomber de son sein un manuscrit. Un inconnu le ramasse, s'enferme chez lui toute la nuit pour lire ce qu'il condamnait. Après bien des années stériles, la Providence m'envoya une fille. Pendant 3 jours, je m'agenouillais dans les églises et ne cessais de remercier le grand nom de celui qui avait enfin exaucé mes vœux. Je nourrissais de mon propre lait
celle qui était plus que ma vie et que je voyais grandir rapidement, douée de toutes les qualités de l'âme et du corps. Je voudrais avoir une petite sœur pour m'amuser avec elle. Recommande au bon Dieu de m'en envoyer une, et pour le récompenser, j'entrelacerai pour lui une guirlande de violettes, de menthe et de géranium. Pour toute réponse, je l'enlevai sur mon sein et l'embrassai avec amour. Elle savait déjà s'intéresser aux animaux et me demandait pourquoi l'hirondelle se contente-t-elle de frôler les chaumières humaines sans oser y entrer. J'aime l'atmosphère qui baigne les tombes des cimetières. On y respire les agréables parfums des cyprès et des immortels. C'est la ville des oiseaux. Là, ils chantent depuis l'aurore jusqu'au crépuscule du soir. Et les tombes sont leur nid, où ils couchent la nuit avec leur famille en soulevant le marbre. Tous les mignons vêtements qui la couvraient, c'est moi qui les avais cousus, ainsi que les dentelles aux 1000 arabesques que je réservais pour le dimanche. L'hiver, elle avait sa place légitime autour de la grande cheminée, car elle se croyait une grande personne. Et l'été, la prairie reconnaissait la suave pression de ses pas quand elle s'aventurait après les colibris pleins d'indépendance et les papillons aux zigzags agaçants. Que fais-tu, petite vagabonde, quand la soupe t'attend depuis 1 heure, avec la cuillère qui s'impatiente? Je ne devais pas longtemps jouir de sa présence. On me raconta ce qui s'était passé, car moi, je ne suis pas présente à l'événement qui eut pour conséquence la mort de ma fille. Si je l'avais été, j'aurais défendu ses dents de mon propre sang. Je plaignis l'insensé qui avait commis ce forfait, que le législateur n'avait pas prévu et qui n'avait pas eu de président. Je le plaignis parce qu'il est certain qu'il avait perdu l'usage de la raison quand il mania le couteau à la lame 4 fois triple. Je le plaignis parce que s'il n'était pas fou, sa conduite honteuse devait couver une haine bien grande pour ses semblables, pour s'acharner ainsi sur les chairs et les artères d'un enfant inoffensif que fut ma fille. J'assistais à l'enterrement de ces décombres humains avec une résignation muette. Et chaque jour, je viens prier sur une tombe. Le corsaire aux cheveux d'or a reçu la réponse de Mervyn. Il suit dans cette page singulière la trace des troubles intellectuels de celui qui l'écrivit. Celui-ci aurait beaucoup bien fait d'écouter ses parents avant de répondre à l'amitié de l'inconnu. Aucun bénéfice ne résultera pour lui de se mêler, en tant que principal acteur, à cette équivoque intrigue. Mais enfin, il a voulu. À l'heure indiquée, Mervyn, de la porte de sa maison, allait droit devant lui, en suivant le boulevard Sébastopol jusqu'à la fontaine Saint-Michel. Au moment où il passe sur le quai Malaquais et voit marcher sur le quai du Louvre, dans une direction parallèle à la sienne, un individu porteur d'un sac sous le bras, qui paraît l'examiner avec attention. Les vapeurs du matin se sont dispersées. Les 2 passants débouchent en même temps de chaque côté du pont du Carrousel. Bien qu'ils ne s'aient jamais vus, ils se reconnurent. Ouais, c'était touchant de voir ces 2 êtres, séparés par l'âge, rapprocher leurs âmes par la grandeur des sentiments. Du moins, c'était l'opinion de ceux qui se seraient arrêtés devant ce spectacle, et puis l'un, même avec un esprit mathématique, aurait trouvé. Mervyn réfléchissait que pour la première fois de sa vie, il rencontrait un soutien utile dans les futures adversités. Soyez persuadé que l'autre ne disait rien. Voici ce qu'il fit.
Il déplia le sac qu'il avait sous le bras, en dégagea l'ouverture, et saisissant l'adolescent par la tête, il fit passer le corps entier dans l'enveloppe de toile. Quand Mervyn poussait un cri aigu, il enleva le sac ainsi qu'un paquet de linge, et en frappant à plusieurs reprises le parapet du pont. Alors le patient, s'étant aperçu du craquement de ses os, se tut. Je suis sale. Les poules rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèvre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé les membres depuis 4 siècles. Les pieds ont pris racine dans le sol. Jusqu'à mon ventre, une sorte de végétation vivace, peuplée d'immondes parasites, qui ne découlent pas encore de la plante, mais qui n'est plus de la chair. Et cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre ne le nourrissaient abondamment? Mon aisselle gauche, une famille de crapauds a élu domicile, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en déchappe un, et ne vienne gratter avec sa bouche l'intérieur de votre oreille. Vous serez capable d'entrer dans votre cerveau. Sur mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Cependant, quand un des partis déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. J'en aurais bien empêché, avec mes bras paralysés, mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il importe, il faut constater que le sang devient plus promener sa bouche. De petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté un chien qui n'a pas dit non l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces, qui me fait beaucoup de mal. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en prie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Laisse-moi réchauffer ma ténacité à la flamme du martyr volontaire. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune pitié.